effectivement ce petit talk sur l'ergonomie, étant donné que j'ai exercé en tant qu'ergonome à la sortie de mes études, donc pendant quelques années, dans plusieurs environnements, dans un milieu qui était plus industriel à la base, donc dans une entreprise de métallurgie, et ensuite dans la partie maintien de l'emploi de personnes en situation de handicap. Donc pour moi, ça semble assez important de poser les bases, on va dire, pour les personnes qui ont bien envie de l'entendre, parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on va retrouver et vous aurez l'occasion de le découvrir pendant la présentation, à la fois dans le monde du travail, mais qu'on peut aussi vraiment transposer dans différents aspects de nos vies. Et c'est des choses auxquelles on n'est pas forcément confronté actuellement, mais c'est un petit peu des méthodes, des intervenants qui pourront nous servir tout au long de notre vie professionnelle. Donc voilà. Et on va commencer le meet-up plutôt par une question que j'aimerais vous poser en vous demandant pour vous ce qu'est l'ergonomie. Donc voilà, je vous laisse quelques minutes pour répondre dans le chat, savoir un petit peu quel est votre avis sur la question. Alors, il y a Issane qui nous dit la fluidité de l'application. Oui, c'est vrai que là, on est plutôt sur de l'UX. Oui, exactement. C'est vrai que c'est un exemple, comme je dis, l'ergonomie, ça se retrouve vraiment partout. Et c'est vrai que c'est un exemple que j'aurais peut-être pu prendre dans la présentation, qu'on n'a pas forcément abordé au centre du sujet, mais qui est hyper pertinent aussi. Mais qui sera, je vais essayer de filer l'exemple au cours de la presse. On a du coup Aurélie qui nous dit organisation des outils pour l'utilisateur. Jérôme qui nous dit le fait d'organiser les choses. Alors, quand vous réécrivez, du coup, ça descend, donc je n'arrive pas à lire en entier. D'organiser les choses mobilier ou à leur interface afin d'optimiser le confort de l'utilisateur. Franck nous parle d'accessibilité, Maxime d'intuitivité des outils, d'intuition. Ouais. Et Mathéo nous parle des bonnes façons de faire et de se tenir pour respecter sa santé et utiliser les bons outils adéquats. Donc, on a un peu deux teams. On a la team qui est plutôt sur l'UX, UI, tout ce qui va être sur les applis et les interfaces, et ceux qui sont plutôt sur l'ergonomie, au sens où nous, on va plutôt l'aborder aujourd'hui. Ouais, effectivement, il y a du vrai dans tout ce que vous dites, que ce soit d'un point de vue interface, on retrouve beaucoup, et également dans la vie de tous les jours. Donc, on va passer à la suite, comme ça, je vais vous faire un petit peu une présentation globale de ce que ça regroupe pour que vous puissiez avoir un petit peu plus de contexte autour de l'application, et enfin de l'application de l'ergonomie, et ensuite détailler un petit peu plus. Bon, du coup, au niveau des définitions, donc la définition un peu globale de l'ergonomie qui est reconnue au sens large aujourd'hui, c'est le fait que l'objectif de l'ergonomie, c'est de contribuer à l'évaluation et à l'élaboration de solutions, d'agir sur des situations et de participer aux décisions de conception. C'est beaucoup de mots pour résumer un petit peu un constat, qui est que le rôle de l'ergonomie, c'est de comprendre des enjeux systémiques d'une situation donnée. Donc, l'objectif et la chose qu'il faut comprendre plutôt majoritairement, et s'il y a une seule chose que vous devriez retenir aujourd'hui, j'aimerais bien que ce soit ça, c'est que globalement, pour l'ergonomie, on va prendre un triangle, on va mettre l'environnement plus au sens large, l'activité et la personne qui la réalise, et l'objectif, ça va être de faire coïncider tout ça, en fait. De créer un environnement, que ce soit matériel, social, au niveau aussi de l'interface utilisateur, si on est plus sur quelque chose logiciel, qui puisse être adapté à ce qu'on cherche à faire pour les utilisateurs finaux. Et l'ergonomie, c'est à la croisée de beaucoup de chemins. Pour pouvoir s'en servir, on va s'appuyer sur différentes sciences. C'est pour ça qu'on dit de l'ergonomie, c'est une interscience. On s'appuie notamment sur la sociologie, la médecine, l'anthropologie, la psychologie, la physiologie et la biomécanique. Ça ne veut pas dire que l'ergonome est expert dans tout ça, hein, pas du tout. Ça veut dire surtout qu'on va s'appuyer sur des méthodes qu'on va récupérer de tous ces champs scientifiques pour pouvoir mieux observer l'environnement, mieux l'adapter, mieux comprendre aussi les utilisateurs. C'est bon. Alors, encore à vous de jouer. Selon vous, comment est née l'ergonomie? D'où est-ce que ça nous vient, à votre avis?
Ouais, Aurélie, c'est une belle suggestion. Ouais. L'industrialisation. Ouais, Mathéo, pareil. Là, je pense que vous avez regroupé les 2 points les plus importants. Bon, après, c'est sans trop de surprise non plus. Donc, du coup, on a vraiment 3 parties majeures. C'est pour le petit côté historique. On a trois moments, on va dire, qui ont formaté un petit peu la façon dont on applique l'ergonomie aujourd'hui. Dans un premier temps, vraiment la partie les 30 glorieuses, où la méthode de travail, qui était plutôt le taylorisme à ce moment-là, ça consistait à fractionner le travail pour le rendre reproductible. On a peut-être tous en tête les extraits du film de Chaplin, Les temps modernes, où vraiment c'est voilà, les pièces qui défilent et on resserre, on fait toujours la même action en fait. Donc là, l'intérêt, c'était plutôt de découper chaque élément qui permettait typiquement de construire une machine et pouvoir rendre cette action la plus simple, la plus rapide, la plus reproductible possible. Donc voilà, et pour la petite anecdote, c'est de ce moment-là que nous vient l'expression « on n'est pas aux pièces », parce qu'à cette époque-là, ils étaient littéralement aux pièces. À savoir qu'ils étaient payés, entre autres, au nombre de pièces qui sortaient à la fin de la journée. Donc, c'est vraiment un assemblage global, quoi. Et à ce moment-là, on se servait de la psychologie, de la physiologie, etc., pour rattacher le bon employé aux bonnes tâches. Donc, lors des entretiens qu'on connaît aujourd'hui, c'était vraiment assez différent. Et quand on était vraiment sur des éléments d'assemblage, sur des chaînes d'assemblage, en fait, on cherchait la personne qui faisait la bonne taille par rapport à la taille de la chaîne de fabrication, ce genre de choses, pour pouvoir prendre le bon employé. Ensuite, pendant les années 40, la Seconde Guerre mondiale, donc fin d'années 30, début des années 40, on a vraiment de nouvelles réformes au niveau de l'environnement de travail, on va dire, notamment avec la semaine de 40 heures, les 2 semaines de congés payés par an et tout ça. Donc, on voit vraiment plutôt un angle qui est placé sur les conditions des travailleurs. Et on a aussi un gros avancement de la recherche scientifique, plutôt pendant la période années 40, Seconde Guerre mondiale, qui va permettre de se baser sur d'autres éléments, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les différentes sciences sur lesquelles on s'appuie. Et ensuite, au moment de l'après-guerre, où on a vraiment une politique de reconstruction, de santé, un accent qui est mis vraiment sur le contexte sanitaire, où on veut des personnes, une population en forme, en fait. Et on se rend compte que ça passe aussi par le travail, parce qu'au final, on y passe beaucoup de temps dans sa semaine, dans sa vie. Et une personne en forme, un travailleur plus sain, ça permet aussi, au final, une meilleure économie, parce qu'on a plus de longévité, une meilleure productivité et ce genre de choses. Et on en arrive donc aux enjeux modernes de l'ergonomie, où aujourd'hui, on peut faire différents constats. Déjà, dans un premier temps, on constate qu'on a une population qui est vieillissante. Donc, au niveau de la moyenne d'âge en France, on est sur 44 ans pour les femmes et 41 ans pour les hommes. Donc, c'est des facteurs à prendre en compte parce qu'on a différents éléments biomécaniques en fait, qui vont faire que notre corps il est plus forcément dans sa vingtaine, quoi. On a aussi un recul de l'âge de la retraite avec le contexte qu'on connaît aujourd'hui et qui doit être mis en perspective par rapport à l'espérance de vie en bonne santé, qui est environ de 64 ans pour les femmes et de 62 ans pour les hommes. Donc, ça veut dire en fait que les enjeux de l'ergonomie aujourd'hui, ça va être de pouvoir proposer des environnements de travail dans lesquels les personnes vont pouvoir continuer à exercer leur activité tout en préservant leur santé et éventuellement adapter l'environnement, adapter les méthodes pour pouvoir continuer son activité. Ensuite, on a toute la partie inclusion des personnes en situation de handicap. Donc aujourd'hui, on sait que c'est un gros sujet dans le monde du travail, à la fois pour des enjeux sociaux, tout simplement, et aussi pour des enjeux réglementaires au final. On a notamment, on en parlera tout à l'heure, une obligation qui est de 6%, si je ne dis pas de bêtises, d'emploi de personnes en situation de handicap dans les entreprises. Donc l'objectif, ça va être de pouvoir créer toutes les conditions matérielles, sociales, humaines pour accueillir les personnes en fonction de leurs besoins.
Et on a aussi des enjeux de la santé au sens large, comme on l'a défini aujourd'hui côté OMS, donc vraiment avec une bonne santé qui soit physique et mentale. On le sait aujourd'hui, on a des enjeux de turnover, notamment dans les entreprises, où voilà, quelqu'un qui se sent bien dans son entreprise va pouvoir y rester et ça va permettre d'avoir tout un tas de leviers au niveau de la performance, au niveau du recrutement, de la formation et du développement global de l'entreprise. Tous ces enjeux modernes-là qui sont plus, on va dire, contextuels, ils se retrouvent aussi autour de certains concepts en ergonomie. Le concept que je trouve assez parlant, c'est celui de la période de latence. Donc, la période de latence, c'est quelque chose qui est plutôt orienté sur de la prévention. Parce qu'on pense souvent l'ergonomie comme étant bon, bah voilà, j'ai un petit peu mal au dos, comment je peux adapter mon environnement pour que j'ai moins mal au dos. Et en fait, la façon de penser qui est plus à privilégier, c'est comment faire pour ne pas avoir mal au dos dans un premier temps. Donc, pour un petit peu préserver sa santé, on va dire, en adaptant son environnement et ses activités. Cette période de latence, elle nous dit notamment que des éléments auxquels on va s'exposer dans notre vingtaine, trentaine, plutôt au début de notre vie professionnelle, au final, pourront avoir des impacts jusqu'à 20 ans plus tard. Donc pourront se manifester jusqu'à 20 ans plus tard dans notre vie. En ergonomie, on parle notamment de deux gros éléments à considérer, qui sont les TMS, vous en avez peut-être déjà entendu, les troubles musculo-squelettiques, donc vraiment tout ce qui est lié au système squelettique, les muscles, les tendons, les ligaments, ce genre de choses, et les RPS, qui est un petit peu l'autre volet de l'activité, les risques psychosociaux. C'est un petit peu moins matériel, un petit peu plus compliqué à mesurer, donc c'est quelque chose qui a une évolution plus lente et plus récente aussi dans l'ergonomie. Mais en fait, c'est pouvoir vraiment mesurer les impacts sociaux et psychologiques sur les employés par rapport à tout l'environnement de travail. Donc, ça peut être les discussions avec les managers, ça peut être la pression qui va être subie au travail, ce genre de choses. Alors, à votre avis, en ayant tout ça au regard, comment on pourrait l'inscrire dans l'entreprise, par exemple, que ce soit à la fois dans des milieux plus industriels, mais aussi dans des milieux plutôt tertiaires? Au quotidien, comment ça peut se manifester? Ouais, par exemple, les exosquelettes en industrie, alors ça, c'est tout un très, très, très vaste sujet. Charte réglementaire, plan d'action, ouais, aussi, exactement. Ça, c'est un des outils notamment qui est utilisé par les ergonomes souvent quand ils viennent dans les entreprises. Ça permet un petit peu de prendre la température et de voir où on en est. Ouais, dans le tertiaire aussi, réorganisation des bureaux. Et c'est d'ailleurs un gros sujet. On voit beaucoup d'entreprises là qui font des open space, qui redimensionnent leurs espaces et tout ça. Et c'est des éléments qui peuvent être pris en compte. Il y a des exemples notamment d'architectes qui s'appuient sur des travaux d'ergonomes ou qui demandent l'intervention d'ergonomes tout simplement pour pouvoir aménager et penser différemment l'espace de travail en open space ou autre. Ouais, c'est des super suggestions que vous avez là. Je vois qu'il y a encore des gens qui sont en train de taper. J'attends juste de voir les réponses avant d'avancer. Oui, le bruit, ça fait partie des choses ergonomiques peuvent intervenir. Oui, le bruit et la lumière, c'était des grandes surprises. Moi, quand j'étais dans mes études, j'y avais pas pensé au début. Mais oui, complètement. En fait, il y a tout un tas d'outils de mesure. Donc, on a les éléments qu'on connaît, à savoir les bouchons d'oreille, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le bruit, ça impacte grandement la fatigabilité et ça a des gros impacts aussi au niveau cognitif. En plus, tout simplement d'abîmer au final les tympans ou autres. Et donc, il y a des industries qui cherchent et qui s'orientent sur des
des matériaux qui permettent de réduire le bruit. Il y a un exemple, vous avez peut-être déjà vu passer des vidéos sur ce sujet, une entreprise qui fait des assiettes pour les cantines ou pour les restaurants, avec un revêtement sous l'assiette qui permet de, quand on les empile, en fait, ça ne fasse pas un gros clinquement comme on peut connaître aujourd'hui quand on fait la vaisselle, quoi. Et c'est un des leviers, oui, sur lesquels on peut... ouais, au concours Lépine, exactement, oui. Oui, la lumière aussi, l'environnement lumineux pour éviter d'abîmer les yeux, c'est quelque chose qui est utilisé. Personne référente dédiée à des demandes de matériel d'aménagement. Oui, oui, complètement. Soit il y a des services qui peuvent être dédiés à ça dans certaines entreprises, notamment qualité de vie au travail ou autre, dont on va parler juste après. Et on a aussi souvent des personnes, donc là, quand on est plus dans le contexte du handicap, des référents handicap en entreprise, qui sont un petit peu le point d'entrée de tout ça. Et on a aussi les ressources humaines qui font partie de cet écosystème, tout comme le service de santé au travail, d'ailleurs. Oh, bon, c'est pas grave, on va faire quand même. Bon, c'était un petit jeu des 7 différents. Je ne sais pas si vous voyez très très bien, mais on va les prendre un par un. L'ergonomie, souvent, est confondue avec plusieurs choses. Donc, j'ai pris un peu les plus grosses idées reçues. Déjà, l'ergonomie, très souvent, et je suis agréablement surprise que vous n'ayez pas fait cette suggestion, mais souvent, c'est confondu avec l'ergothérapie, sûrement parce que ça commence de la même manière. C'est pas exactement le même domaine d'application. Les ergothérapeutes, qui font un travail formidable, hein, d'ailleurs, ils sont plutôt là, donc effectivement, pour adapter l'environnement à la personne au sens large, mais c'est plus dans des éléments pathologiques, par exemple, je vais dire une bêtise, voilà, une personne qui a fait un AVC, qui a une hémiplégie, ou alors qui a perdu un membre. L'idée, c'est que l'ergothérapeute, il va pouvoir aller apprendre déjà à cette personne-là à manger, à reprendre une cuillère, etc., à vivre son quotidien, en fait, et aussi à aller aménager son environnement, sa maison, basiquement, pour permettre à cette personne-là de reprendre un petit peu, de reprendre de l'autonomie, tout simplement. C'est aussi les ergothérapeutes qui vont travailler, entre autres, hein, à adapter des fauteuils, ce genre de choses. Donc, ce n'est pas vraiment la même chose, même si le but, au final, c'est quand même d'adapter l'environnement. On a aussi tout ce qui est souris, clavier, chaise ergonomique, dont on entend beaucoup parler. Donc, étant donné que l'ergonomie, au final, c'est l'adaptation de l'environnement et de l'activité avec des personnes, le fait qu'une chaise ait une mention ergonomique derrière quand vous voulez l'acheter pour faire votre petit espace télétravail, c'est chouette, mais c'est probablement plus un argument marketing qu'autre chose. L'idée, c'est vraiment de prendre des objets qui soient adaptables plus qu'adaptés. À savoir que si vous prenez une chaise de cuisine, ça sera peut-être moins adaptable pour vous si vous devez y passer plusieurs heures dans la journée qu'une chaise qui a des réglages au niveau des accoudoirs ou autre. Mais le terme ergonomique à la fin n'en fait pas pour autant quelque chose qui soit adapté à la situation de tout à chacun. Tout comme les souris, on voit beaucoup de souris horizontales maintenant dans le travail. C'est pas la souris le problème en soi, c'est la façon dont on s'en sert. Donc, c'est vrai que si dans tous les cas, votre souris elle soit horizontale ou classique, si on passe 6 heures par jour à s'en servir et à cliquer dessus non-stop, les impacts seront quand même assez similaires. La médecine du travail, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un service qui va permettre effectivement de faire des constats, on va dire des constatations quand on va aller voir comment ça se passe dans votre environnement, au niveau de la fatigue, au niveau de votre environnement matériel de travail, organisationnel et tout ça. La médecine du travail, c'est un des acteurs qui va permettre l'adaptation de l'environnement et qui va travailler notamment avec les ergonomes quand il va y avoir une petite alerte, on va dire, qui va être levée pour pouvoir adapter tout ça. La qualité de vie au travail, qui est un service souvent dans les entreprises, il peut avoir d'autres noms, HSE ou EHS aussi, j'en ai déjà vu pas mal. Eux, au final, ils vont pouvoir prendre les suggestions. Donc, toutes les suggestions sont bonnes à prendre et d'ailleurs, les personnes qui ont souvent les suggestions les plus pertinentes, c'est les personnes qui sont au cœur de l'activité. Donc, vraiment, si vous avez des suggestions à soumettre au service QET de votre entreprise, n'hésitez pas. Donc, voilà. La RSE, donc au niveau des responsabilités d'entreprise, merci pour le mail. Au niveau de la responsabilité de l'entreprise, donc ça, c'est plus un marqueur,
un marqueur et aussi les grandes lignes directrices de l'entreprise sur, il me semble que c'est sur 2 ans. Donc là, qui vont permettre de mettre l'accent sur l'intégration de personnes en situation de handicap, sur le remodelage de situations de travail, sur la formation, etc. Et enfin, le petit cliché dont on a le droit pas mal au niveau de l'ergonomie, c'est le fameux baby-foot en salle de pause pour tous les éléments dont je vous parlais tout à l'heure, notamment les risques psychosociaux. Donc, c'est trop bien un baby-foot en salle de pause en soi. Mais des fois, on voit certaines entreprises pour lesquelles on a des difficultés au niveau des salariés. Et ça vient un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Donc, l'idée, c'est que oui, on peut bien se détendre au travail, mais ça ne permet pas de tout régler les fameux baby-foot en salle de pause. Donc, voilà. Alors, au niveau de l'exemple pratique, bon, il n'y a pas les petits chiffres, mais c'est de 1 au 4, donc le tabouret à gauche et le fauteuil selle à droite. Selon vous, quel serait comme ça le meilleur fauteuil? Il y a un piège, vous vous doutez bien. Je laisse répondre dans le chat. Bon, vous vous en doutez. Alors, le 4, 1, 2. Celui sur lequel on est le mieux, ouais. Ouais, complètement. Le bon vieux tabouret, c'est vraiment pas mal aussi, ouais. J'avoue que j'utilise des fois. Le 2, ouais. Le 2, le 4. Ouais. Bon, on voit qu'il y a des réponses qui sont assez différentes. Et en fait, il y avait un piège. Hein. Le piège, c'était de d'abord se poser la question de quelle est l'activité qui doit être réalisée et qui va nous permettre de sélectionner un peu le meilleur fauteuil. C'est sûr que si on doit traire des vaches, typiquement, le petit tabouret qui sera à gauche sera peut-être plus pertinent que le ballon. Maintenant, sur tous les autres, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse. D'ailleurs, je vous expliquerai juste après pourquoi. Mais en fait, l'idée au global, petit indice, c'est de varier les positions. Donc, à savoir que peu importe le fauteuil que vous allez choisir ou que vous allez utiliser, le souci, c'est pas de s'en servir. Le souci, c'est de passer 6 heures par jour dessus, basiquement. Donc, on peut passer au slide d'après. Comme ça, je vous expliquerai pourquoi. Bon, là, c'est un petit peu à la volée. Je vais vous expliquer rapidement, mais on ne va pas non plus passer 10 minutes dessus. Mais on a quelque chose qui est assez utile en général, qui s'appelle la posture dynamique, qui va se baser sur plusieurs constats. Déjà, le premier constat, c'est qu'un travailleur sédentaire passe environ 60% de son temps en position assise. Et encore, cette recherche date de 2003, donc c'est vraiment pas la plus récente. Mais je vous invite, par curiosité, si vous avez un téléphone qui a cette fonctionnalité-là, d'aller dans une application santé ou podomètre que vous avez peut-être et de regarder les différences de pas que vous faites entre les jours de télétravail et les jours au bureau. Et franchement, c'est hyper surprenant. Certains marchent plus à la maison, certains marchent plus au bureau, mais souvent, il y a quand même une grande différence. Et le constat est que, au final, pour les personnes qui travaillent plus en bureau, on bouge pas vraiment beaucoup. On a une autre étude, d'autres études qui sont plus récentes, qui nous parlent des effets de l'augmentation des TMS, donc les fameux troubles musculo-squelettiques, et des maladies cardiovasculaires au niveau de la posture dynamique. Ouais, moins 1500 pas, ça ne m'étonne pas du tout. Moi, des fois, c'est pire encore, donc vraiment. Donc, en fait, au final, lorsqu'on ne bouge pas, lorsqu'on est vraiment souvent en position assise, etc., on va tout simplement moins se servir de son corps. On va parfois moins bien irriguer. Enfin, je ne sais pas si ça vous arrive des fois quand vous passez trop de temps au bureau d'avoir les doigts froids, d'avoir les pieds froids, ce genre de choses. Parce qu'en fait, étant donné que notre corps il est fait pour bouger, et quand on est vraiment immobile, statique, dans des positions qui sont figées, on va mettre un petit peu à mal notre circulation. Et pareil aussi pour l'augmentation des TMS. Lorsqu'on reste figé, en fait, notre corps, il n'est pas du tout fait pour être bloqué dans une posture en permanence. Et on va mettre des contraintes sur des zones articulaires, sur des muscles, sur des tendons, des ligaments, qui ne sont pas forcément créés pour être sollicités de manière figée, en continu.
Un autre constat aussi au niveau de la productivité et de la fatigue, c'est des avantages de l'alternance des positions et des courtes périodes d'activité physique. Donc, en fait, je ne sais pas, c'est un constat qu'on peut faire aussi au quotidien, mais bon, qui est référencé notamment de manière scientifique. Je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, quand je reste assise, à un moment donné, j'ai un coup de barre terrible et je me lève, je bouge un peu et ça va mieux. Tout simplement parce que, comme je vous disais, on se sert de son corps, on fait circuler un petit peu notre sang, on réveille nos muscles et on est moins fatigué et on a aussi une augmentation de la productivité, tout simplement parce qu'on va venir réveiller notre cerveau. Et la fatigue cognitive, c'est aussi un élément majeur. Il n'y a pas que la fatigue physique parce qu'on n'a pas assez dormi. On a aussi la fatigue cognitive quand on laisse notre cerveau toujours sur les mêmes environnements, à toujours fixer le même écran et pas voir un petit peu ce qui se passe autour sans bouger ou autre. Et donc, tout ça, on va pouvoir adapter cette posture dynamique sur un mode un peu plus tout-terrain. C'est assez simple à adapter au final. Dans un premier temps, on peut voir tout ce qui est des poses dynamiques. Donc voilà, on va se lever, on va aller à la machine à café. Dans la salle de pause, on va peut-être rester un petit peu debout. Sur le temps du midi, on va peut-être aller faire un tour dans le quartier ou dans son quartier ou alors où il y a le bureau. On peut aussi s'étirer et surtout changer de position quand on est assis. Donc, on n'a pas forcément de bureau assis debout au bureau ou chez soi, et c'est pas grave. L'idée, surtout, c'est de ne pas rester figé dans sa chaise. Donc, on a souvent l'idée reçue, je pense que vous avez tous déjà vu cette image, où voilà, on a une chaise de profil avec quelqu'un assis dessus, la chaise bien réglée, avec le dos qui est bien collé à la chaise, bientôt à 90, les coudes sur les accoudoirs, etc. C'est pas une mauvaise position en soi. Ce qui la rend mauvaise, c'est de la surutiliser. Donc, si vous voulez vous avachir dans votre chaise, si vous voulez plier les jambes, mettre un pied sur le côté de la chaise, ce genre de choses, au contraire, ça sera plus bénéfique que de rester figé en continu dans une même position, étant donné que vous allez sursolliciter certaines zones de votre corps et moins en solliciter d'autres. Donc, l'intérêt, c'est vraiment d'avoir des postures dynamiques, même lorsqu'on est derrière son bureau. Ensuite, il y a une méthode oculaire, ou alors qui est connue sous le nom de 20-20-20. C'est plus rapide à se souvenir, mais en l'occurrence, le dernier 20, c'est pour 20 pieds. Donc, on va comparer ça à 6 mètres pour nos métriques à nous. Donc, cette méthode-là, c'est pendant 20 minutes, toutes les 20 minutes, pendant 20 secondes, il faudrait fixer un point à 6 mètres du point qu'on a l'habitude de fixer. Donc, typiquement, si on est sur son ordinateur, toutes les 20 minutes, l'idée, c'est d'aller regarder un petit peu dans le vide. Au début, je pensais que c'était hyper dur à mettre en place. Au final, pendant quelques semaines, j'ai mis des petits rappels sur mon téléphone. Et après, ça rentrait un petit peu en automatisme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les muscles qui sont autour de l'œil et qui font fonctionner l'œil, ils sont hyper fins et ils ont vraiment ils travaillent avec une grande finesse et ils sont hyper sollicités lorsqu'on travaille sur notre bureau, sur notre ordinateur, etc. L'idée, c'est de leur permettre de se détendre, en fait. Donc, lorsqu'on va aller fixer ce point, on va vraiment permettre une relaxation de ces muscles et éviter de systématiquement les sursolliciter. En fait, c'est quelque chose auquel on ne pense pas, mais on n'a pas beaucoup d'autres muscles dans notre corps qu'on sollicite aussi ardemment que nos yeux quand on travaille sur un bureau. C'est vraiment eux qui font tout le travail au final pour aller chercher ce qui se passe sur l'écran. Donc, c'est important de bien s'en occuper aussi. Et en télétravail, le plus important, c'est de ne pas sacraliser son bureau. Donc, on peut se dire qu'au final, on est peut-être mieux sur son bureau parce qu'on a une bonne chaise, etc. Mais on peut aussi se servir de toutes les zones dont on a à disposition. Par exemple, aller travailler un petit peu debout avec son ordinateur posé sur le comptoir de sa cuisine. Taper un compte-rendu dans son canapé, c'est totalement réalisable aussi. On peut mettre un casque et puis prendre un appel en faisant les 100 pas. Au final, ça nous permet de varier les postures, donc ces fameuses postures dynamiques, et d'utiliser vraiment tout l'environnement qui nous est disponible et qui va nous permettre de faire bouger notre corps et de ne pas rester trop statique et trop sédentaire sur la journée.
Alors maintenant, autre petite question. Est-ce que dans le domaine de l'ergonomie, de la santé au travail, vous connaissez un petit peu les alliés professionnels, les personnes vers qui vous pouvez vous tourner, ou ça peut être aussi des organismes? Oui, les équipes QHSE, complètement. Médecine du travail aussi, oui. Est-ce que vous en avez d'autres? Manager, ouais. Ouais, syndicat aussi, c'est vrai. Toutes les réponses que vous avez dans le chat, vraiment, il n'y a pas de mauvaise réponse en soi, effectivement, c'est des points d'entrée qui sont hyper pertinents et qui, dans tous les cas, pourront soit vous orienter ou directement vous proposer des choses concrètes. Moi, j'ai choisi de vous en présenter 4, 2 qui sont vraiment dans le quotidien, on va dire, et 2 qu'on va solliciter dans des situations qui sont un peu plus précises. Donc, la médecine du travail, déjà, comme vous le savez, on a notre fameuse petite visite médicale où on va discuter de notre environnement de travail, notre santé en général et notre santé au travail, que ce soit santé physique et mentale. Et la médecine du travail, ils ont beaucoup, alors ça peut être soit des tips un petit peu sur des recommandations, comment mettre des petites choses en place au quotidien. Et aussi, ça peut être une réorientation sur des personnes qui sont un petit peu plus compétentes pour un aménagement direct. Donc, notamment des ergonomes. À la médecine du travail, il y a des ergonomes qui interviennent. Ensuite, au service QVT de l'entreprise, je ne les ai pas mis dans l'ordre, désolé. Donc, le service QVT de l'entreprise, c'est QHSE aussi, EHS, HSE, c'est pareil, mais pas le même nom, on va dire. Donc, eux, en fait, ils sont là pour aussi veiller à la qualité de votre vie au travail, à votre santé et à l'environnement du travail. Donc, au final, ils vont pouvoir vous proposer des solutions maison pour faire évoluer votre cadre ou votre environnement matériel et environnement au sens large dans l'entreprise. Et ensuite, on a 2 autres acteurs qui sont majeurs et auxquels on ne pense pas forcément dans un premier temps, mais on sera peut-être amené à un moment de notre vie professionnelle à les solliciter. Dans un premier temps, on a l'AGFIP. Donc l'AGFIP, on peut peut-être le connaître pour la partie subvention. Donc l'AGFIP, pour information, c'est eux qui centralisent les cotisations des entreprises. Donc lorsque les entreprises n'ont pas un certain taux d'emploi de personnes en situation de handicap, ils doivent cotiser auprès de l'AGFIP. Et l'AGFIP, leur travail, c'est de soutenir et de promouvoir l'intégration du handicap dans l'emploi. L'AGFIP travaille main dans la main avec les Cap Emploi. Les Cap Emploi, c'est des partenaires locaux qui vont avoir pas mal d'acteurs, donc des personnes qui sont plus orientées formation ou des personnes, des ergonomes, en fait, tout simplement. Leur travail, c'est de proposer des solutions concrètes pour permettre le maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap. Le maintien dans l'emploi, ce n'est pas forcément le maintien dans son emploi. Ça peut être le maintien dans un autre emploi. Typiquement, on peut avoir des situations qui sont hyper dommages, mais qui existent, et vous avez peut-être des exemples autour de vous, de personnes qui vont avoir une inaptitude à leur activité. Donc, en fait, ça, c'est la médecine du travail qui vient faire ce constat en disant, voilà, votre santé physique aujourd'hui ne vous permet plus d'exercer votre activité. Et dans ce cas-là, c'est un petit peu compliqué pour la personne qui a peut-être fait pas mal de sa carrière dans ce milieu-là et qui va devoir se réorienter vers autre chose. Soit l'entreprise peut proposer des postes en interne, ou alors l'entreprise n'a pas de poste en interne à proposer. Et là, il va falloir vraiment chercher vers l'extérieur. Dans ce contexte-là, les Cap Emploi, donc c'est par département. Ils vont permettre déjà aux bénéficiaires de trouver des formations et de réaliser des formations. Ils ont des partenaires en entreprise vers lesquels ils peuvent les réorienter pour faire des stages, pour s'assurer que ce soit un monde du travail qu'ils apprécient.
et aussi pour pouvoir faire des aménagements matériels directs. Et ils n'ont pas vraiment de secteur d'activité défini. Moi, j'ai des anciens de ma promo qui travaillent dans des Cap Emploi, qui sont dans des milieux un peu plus ruraux, qui vont des fois voir des agriculteurs et puis l'après-midi voir des personnes en bureau. C'est vraiment super large leur champ d'activité. L'intérêt, c'est juste d'aller se plonger dans l'environnement des personnes et de discuter avec eux et de comprendre quels sont les besoins et comment on peut adapter l'environnement de travail. Donc ça, c'est des alliés auxquels il faut qu'on pense. On n'en a peut-être pas forcément besoin tout de suite, mais comme on le disait tout à l'heure, avec l'allongement de la durée de vie au travail ou ce genre de choses, on sera peut-être confronté à un moment dans notre vie à des situations qui doivent être gérées par la GFIP ou les Cap Emploi. Et c'est des personnes, vous pouvez décrocher le téléphone et appeler le Cap Emploi du 45, par exemple. Voilà. Et pour finir, je vais vous illustrer un petit peu tout ça, les activités d'un ergonome, en me basant sur 2 exemples que j'ai rencontrés dans mon quotidien. Donc déjà, plutôt un exemple industriel, donc l'ergonomie, comme on peut se la représenter. Donc, comme je vous le disais, j'ai exercé dans un contexte industriel, plutôt dans une métallurgie. Donc, les personnes qui travaillaient, notamment le poste en question, les personnes dessus devaient prendre des grosses plaques de métal qu'ils devaient porter à 2, les mettre à la verticale, les retourner, les poinçonner. Ils devaient parfois monter sur la table sur laquelle ils posaient la plaque de métal pour pouvoir y faire des trous, y fixer des éléments et tout ça. Et la volonté, en fait, ça a été, par rapport à ce poste de travail, de baisser les facteurs de risque, parce que on a de vrais facteurs de risque d'accident du travail, de permettre le maintien dans l'emploi de personnes qui avaient des situations de handicap et des restrictions médicales. Donc tout ça sur ce poste de métallurgie, pas en secteur tertiaire, je ne sais pas ce que j'ai écrit là, avec une activité qui était en 3 à 8. Donc on touchait 6 personnes au total. Donc ça voulait dire qu'on pouvait ouvrir 6 possibilités supplémentaires d'activité sur ce poste. Pour avoir cette petite étude ergonomique, on a utilisé plusieurs méthodes. C'est pas exhaustif là ce que je vous ai listé, mais dans un premier temps, il y a eu une analyse de l'environnement matériel. Donc ça s'est fait sur plusieurs moments différents. Déjà, ça a été tout simplement aller observer, voir comment ils exerçaient leur activité. Ensuite, il y a eu un moment où je suis allée directement auprès des personnes et pendant une demi-journée, je leur ai demandé de faire comme si j'étais une nouvelle personne au poste qu'ils devaient former. Donc vraiment de me faire les gestes et de me montrer comment ils faisaient en leur demandant de verbaliser. C'est quelque chose qui est beaucoup utilisé par les ergonomes quand quelqu'un fait son activité en lui demandant « Est-ce que tu peux me décrire ce que tu es en train de faire ?» Parce que parfois, on a des schémas de pensée quand on réalise une activité, et au quotidien, d'ailleurs, pas que dans le monde du travail, mais quand on réalise une activité, on a des schémas de pensée où on se dit, ce truc-là, je vais le déplacer là-bas parce que je vais devoir m'en servir après, etc. Et au final, quand on vient changer un environnement global de travail, il faut prendre en compte tout ça, parce que si la zone sur laquelle la personne vient poser je ne sais pas moi, la visseuse pour pouvoir la récupérer après, elle n'existe plus au moment du changement de l'environnement, ça peut poser problème dans le déroulé de l'activité. Oh, j'avais pas fini. Merci. Et ensuite, on a fait aussi des entretiens avec les personnes qui évoluaient sur la station de travail, donc des entretiens en dehors du milieu direct de travail, où on leur demandait un petit peu quelles étaient leurs idées, etc., parce que c'est vraiment les mieux placés au final pour donner des suggestions. C'est eux qui sont au quotidien sur ce poste de travail et souvent, ils ont toujours de bonnes idées. Donc, les ergonomes, on aime bien aller demander à chacun qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu améliorerais ça comment, etc. C'est hyper nourrissant dans le processus. Et donc, au final, on a pu concevoir un nouvel outil / environnement global de travail, parce que c'était vraiment une énorme table de 3 mètres sur 2, qui répondait donc aux critères techniques de l'activité. On a pu faire notamment un travail de maquettage, on a fait des simulations grandeur nature avec les opérateurs.
On a fait des prototypages avec le fabricant, avec pas mal d'allers-retours. On a fait des plans de formation aussi, parce qu'il faut penser à l'après. Des audits techniques pour ceux qui connaissent un petit peu la PAV et tout ça, pour s'assurer que les éléments étaient bons, quoi. Et aussi des audits avec le service de sécurité et le service de santé au travail. Donc, tout ça pour illustrer qu'en fait, juste changer un petit bout de l'environnement de travail, parfois, ça peut avoir de gros impacts, on va dire, sur les efforts à fournir, plutôt dans le sens où on va avoir beaucoup de latence souvent. Donc, quand c'est des choses qui sont assez simples et des petits aménagements, ça peut être très rapide, mais parfois, ça peut être des travaux qui durent plusieurs mois. Mais voilà, au final, c'est plutôt une belle histoire parce que le poste, donc, il a été rendu accessible à des personnes avec des restrictions médicales, donc des personnes qui n'avaient pas le droit de faire du travail avec des bras en hauteur, avec des contraintes sur les flexions lombaires et cervicales, qui ne pouvaient pas faire de port de charge. Donc, tout ça, bien sûr, dans aussi la logique de maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap. Et on a constaté qu'il n'y avait pas d'impact négatif sur la productivité, en dehors du temps d'adaptation, bien sûr, que chacun avait besoin pour se réadapter à son environnement. C'est bon. Et donc, une petite histoire du quotidien, comment moi j'ai utilisé récemment l'ergonomie dans mon quotidien. Donc voilà, pour la petite histoire, j'ai acheté une maison il n'y a pas longtemps. C'était pas une ruine, mais c'était vraiment il y avait pas mal de travaux à faire, quoi. Et notamment des espaces à délimiter. Donc typiquement, je rentrais dans ma maison par une grande pièce de plus de 50 mètres carrés qui n'était pas structurée du tout. Et j'avais très envie de faire une entrée quand même pour pouvoir mettre mes affaires sans être polluée visuellement quand je suis dans mon salon. Donc, il a fallu avoir toute cette logique de comment on va penser et comment on va créer l'espace. Donc, au début, voilà, je me suis posée et je me suis demandé qu'est-ce que j'en attendais de cette entrée. Donc là, vraiment, j'ai utilisé mes petites méthodes d'ergo où d'abord, on va faire une définition du besoin. Au final, ce qu'on retrouve aussi dans la majorité de nos activités professionnelles. Et ensuite, voir ce qu'on pouvait mettre derrière chaque élément. Après, il y a eu plutôt un travail de simulation. Donc, j'ai pris vraiment mes plus beaux scotch de couleur que j'ai pu scotcher partout, par terre, sur les murs, etc. pour voir un petit peu où est-ce qu'on pouvait mettre le mobilier ou autre. Et ensuite, vraiment de la simulation, quoi. Donc, je suis arrivée avec des bottes sales, je suis arrivée avec un parapluie, avec des manteaux, etc. En fait, mon idée, c'était d'avoir un environnement qui soit hyper simple à maintenir parce qu'on sait que c'est super rapide quand on arrive chez soi, on pose un truc en vrac et puis en fait, on l'oublie et 2 jours plus tard, il est toujours en vrac. Mon objectif, c'était vraiment d'avoir le moins de réflexion possible à faire et que ce soit le plus logique, le plus facile d'entretien, le plus facile de rangement, etc. Donc, voilà, il y a eu cette petite figuration. Et puis, à un moment donné, j'ai aussi demandé à des proches après de venir. Puis, en disant, bon, bah, vas-y, rentre dans la maison. Si tu es dans mon entrée, là, qu'est-ce que tu mettrais où? Et puis, c'était un petit peu pour valider mes hypothèses, pour voir si juste le sens de circulation dans la pièce, il était logique, il était facilement adaptable et si on pouvait facilement se l'approprier, même en n'étant pas dans la logique directe de l'utilisation et sans avoir la réflexion antérieure de la conception. Donc voilà, au final, franchement, je suis assez contente de mon entrée. Elle est facile d'entretien. J'ai mis du carrelage par terre, donc c'est pas sale. Voilà, franchement, c'est un bel exemple de l'utilisation de l'ergonomie au quotidien que vous pouvez utiliser vous aussi si vous voulez refaire une pièce ou autre. Et deuxième petit élément, mais que tout le monde a probablement déjà vécu, quand on arrive dans une nouvelle maison, dans un nouvel appart, au final, dans une nouvelle cuisine, où est-ce qu'on range les assiettes? Où est-ce qu'on range les verres? C'est vraiment moi, je sais que ça a été un calvaire au début. Dans mon premier appartement, je ne savais pas du tout où était rangé quoi. C'était horrible. Et quand j'avais des amis qui venaient à la maison et qu'on devait faire un apéro ou autre, tu peux aller chercher les verres. Ah, je ne sais pas où ils sont. Ah, purée, c'est vrai. Bon. Donc, l'idée, là, ça a été de créer une circulation logique. Et pour ce faire, je n'avais pas forcément d'idée. Je me disais pas, là, on va mettre les poêles, là, on va mettre ci, là, on va mettre ça. Donc, ce que j'ai fait, c'était chaotique au début, je ne vais pas vous le cacher. J'ai mis une table dans ma cuisine sur laquelle j'ai posé mes ustensiles de cuisine qu'on utilise le plus souvent, les couverts, etc. Et en fait, à chaque fois que je cuisinais, je revenais prendre mes éléments et je me disais où est-ce que je les déposerais.
où est-ce que ça serait le plus logique pour moi de les déposer, où est-ce que ce serait le plus pratique de les récupérer. Au final, bon, bah voilà, où est-ce que c'est le plus logique d'avoir ces épices qui sont rangées, de quoi tenir la poignée de la poêle ou autre. Et donc, ça a été le bazar hein, pendant quelques jours, voire quelques semaines. Mais au final, l'utilisation, maintenant, je la trouve hyper fluide. Donc, c'est la même logique d'aménagement de l'espace que ce que je vous ai donné pour l'entrée. Et c'est quelque chose qu'on peut voir à chaque fois. Et en fait, ça reflète bien ce qu'est l'ergonomie au sens large. À savoir, on prend une activité, donc en l'occurrence, rentrer chez soi ou faire la cuisine. On prend les personnes qui vont réaliser l'activité. Là, en l'occurrence, c'est nous. Et on va essayer d'adapter l'environnement. Et en fait, c'est exactement la même chose dans l'application de l'ergonomie par les ergonomes, mais sur d'autres échelles, bien sûr. Ouais, la méthode Kaizen, ouais, c'est un peu ça aussi parfois. Ouais. Moi, je n'avais pas pensé ça sous cet angle, mais c'est vrai.